Bien, bonjour les inxers, on se retrouve aujourd'hui pour parler de news ciné. Putain, news ciné, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de truc généralement, parce que je suis très mauvais moi dans la pêche aux infos, et puis j'ai autre chose à foutre de ma vie pour être franc avec vous. Euh, et, et je trouvais ça important d'en parler de cette info en fait, qui date de septembre 2021, hein, donc c'est pas du tout un truc qui vient de sortir, hein, non, non, c'est très vieux. Mais je trouvais important d'en parler, déjà d'une parce que ça concerne l'univers d'Aquaman, notamment le film Aquaman de Lost Kingdom qui va sortir en décembre 2023. Et puis c'est une info qui n'a pas été beaucoup relayée, voire pas du tout en fait, par les médias francophones. Alors il y a DC Planet qui a fait un article au même moment, en septembre 2021, mais c'est à peu près tout quoi. Aucun youtubeur, que ce soit ciné ou du comics game francophone, n'a relayé l'info, donc je vais le faire, voilà. Même si c'est 2 ans après, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mieux vaut tard que jamais. Cette info, elle stipule qu'il y a une certaine personne qui a rejoint le casting d'Aquaman Lost Kingdom. Donc cette personne s'appelle India Moore. C'est très compliqué de parler d'actrice ou d'acteur parce qu'en réalité, il s'agit d'une personne non binaire. Voilà, donc on ne peut pas lui prêter de sexe. Donc c'est pour cette raison que je dis personne. Et India Moore, donc, qui a rejoint le casting en tant que Carchon. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est cette info qui m'intéresse. On sait déjà qu'il y a Black Manta qui va être le super vilain du film. Voilà. Il a été introduit dans le premier film, il revient dans le deuxième pour, je l'espère, un duel final épique. Et c'est comme ça, pour moi, que doit être traité le plus grand super vilain d'un super-héros. C'est en plusieurs films, comme ça permet un développement, ça permet de multiples affrontements, et enfin voilà. Ça permet qu'on s'attache aussi au personnage, même si c'est un super vilain, c'est très important. Donc pour le coup, on sait que Black Manta sera le super vilain du film. Mais on apprend qu'il y a Carchon. Alors, qui est Carchon? Carchon, c'est un requin-tigre mutant / humanoïde, ça va dépendre des versions, qui a été créé au tout début de l'âge d'argent, dans les années 60, en fait, dans les années 60, face à Green Lantern, qui était à l'époque Hal Jordan. À la base, c'était un ennemi de Green Lantern. Et puis, il a affronté également Superman, et puis petit à petit, il a migré dans les aventures d'Aquaman. Non pas dans la série Aquaman, qui au moment où il arrive face au personnage n'existe plus. On est entre 1974 et 1976, on est entre le Adventure Comics 435 et le Adventure Comics 448, lorsque Carchon fait son apparition dans les pages d'un récit Aquaman. C'est cette période-là qui va nous intéresser pour le coup. À la base, il est représenté comme étant un Atlante, qui tient le Conseil constitutionnel de l'Atlantide. Parce que vous le savez, Atlantide, c'est une monarchie qui n'est pas absolue, c'est-à-dire que le roi n'a pas les pleins pouvoirs. Le roi ici, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est Arthur, qui est avec sa femme, qui trône sur l'Atlantide. Et on a leur bébé avec eux, hein, évidemment, le jeune Arthur Junior, qui n'est qu'un bébé, le Aqua Baby. Donc on a la petite famille royale qui est bien en place depuis le début des années 60, pour le coup, donc ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Et donc, le problème, c'est qu'il y a une partie de la population atlante qui considère qu'Arthur est beaucoup trop accaparé par sa carrière de super-héros, par son rôle de justicier au sein de la Justice League, ou même en ce qui concerne sa carrière solo, et du coup, qu'il n'est pas suffisamment impliqué auprès de son peuple, voilà, dans son rôle de souverain, dans son rôle de roi d'Atlantide. Donc il y a une partie de la population qui lui reproche ça, et c'est à partir de là que Carchon, qui tient le Conseil constitutionnel, va intervenir. Donc à la base, il est représenté physiquement comme étant juste un Atlante, tout ce qu'il y a de plus lambda, j'ai envie de te dire, tout ce qu'il y a de plus humain, voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Et il va manipuler un petit peu l'opinion générale, y allant de mensonges ou de mise en scène, pour faire en sorte qu'Aquaman soit déchu de son trône. Voilà. Et ça va forcer la petite famille royale à l'exil. Donc pendant ce temps-là, donc là je vous le rappelle, on est entre 74 et 76, on est juste avant la mort du Aqua Baby, on est dans le Adventure Comics, on est aux alentours des 440, hein, et tout ceci est trouvable dans le recueil chez Urban Comics, La mort du prince, tout ce que je suis en train de vous dire là. Donc si vous n'avez pas encore lu ce truc-là, allez-y sans attendre, parce que même si ça a un petit peu mal vieilli sous certains aspects, c'est un pan très important, non négligeable de l'histoire d'Aquaman, donc à ne pas prendre à la légère, et ça vous permettra de vous familiariser avec cet univers du mieux possible, parce qu'il y a une belle utilisation faite de cet univers, de ces personnages secondaires, de ces super vilains. Donc voilà, La mort du prince, très très bon récit. Et puis ça parle de la chute d'un homme, voilà.
Et puis ça parle d'une tragédie absolument épouvantable, qui est probablement la pire qu'on puisse vivre en tant qu'être humain. Voilà. Donc Carchon, qui est à la tête du Conseil constitutionnel, fait en sorte que la famille s'exile. La famille va trouver refuge dans une aqua cave. On ne sait pas vraiment si c'est la aqua cave des années 60 qui avait été trouvée par Garth à la base, ou si c'est une maison secondaire, une maison de campagne, puisque dans le récit c'est appelé comme ça, maison de campagne. Quoi qu'il arrive, ce qu'il faut retenir, c'est que la famille royale est en exil dans cette grotte. Pendant que Carchon reprend le royaume à ses frais. Il n'est pas roi parce qu'il n'a pas de sang royal, donc ça ne lui revient pas de droit, mais en tout cas, il siège sur l'Atlantide, c'est lui le nouveau régent, quoi. Et il va fricoter avec Black Manta, donc il y aura peut-être un lien qui sera fait dans le film également. Il va fricoter avec Black Manta, puisqu'en réalité, Black Manta va détourner des armes de la surface, va les modifier, va les trafiquer afin qu'elles puissent fonctionner en milieu aqueux, et il va les revendre à Carchon. Et tout ça, Aquaman, évidemment, va le découvrir. Il va se rendre compte que son royaume est en danger, et c'est pour cette raison qu'il va décider d'aller affronter Carchon, d'aller le combattre. À la base, à ce moment-là, Aquaman, il est très faible psychologiquement, parce que peut-être que Carchon a raison, au fond de lui, peut-être que qu'Arthur n'a que trop délaissé son peuple. Et donc Carchon, il joue là-dessus, en fait. Mais à partir du moment où Arthur se rend compte qu'Atlantide est en danger, il va décider de sortir du cul et d'aller affronter Carchon. Et à ce moment-là, lors du duel final, donc là on est dans l'Adventure Comics 448, on est fin 76, on se rend compte que Carchon n'est pas celui qu'il était censé être. C'est-à-dire qu'en réalité, il dévoile sa véritable apparence, puisque ce n'était qu'un sort d'illusion. Il dévoile sa véritable apparence, et là on se rend compte qu'il s'agit d'un être difforme, voilà, moitié humain, moitié requin, qui a un contrôle mental très important sur les requins. Et donc affrontement final, Arthur finit par l'emporter, Carchon est défait, et Arthur, qui a compris quelque chose de cette aventure, il en a tiré une leçon, c'est qu'effectivement c'est très compliqué de concilier le fait d'être un super-héros et le fait d'être un roi, donc il décide d'embrasser uniquement sa carrière de super-héros et de laisser le trône vacant au profit de Vulko. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est Vulko qui va devenir le roi, enfin pas le roi, le régent d'Atlantide. Parce que le roi, techniquement, c'est toujours Arthur. Donc voilà qui est Carchon. Alors, plusieurs choses. Est-ce une bonne chose ou non que ce soit lui, entre autres, le super vilain du prochain film? Je dirais que oui, pour plusieurs raisons. La première raison qui me semble la meilleure, c'est que, en fait, on a vite fait le tour des super vilains d'Aquaman. Quand tu as sorti Orm et Black Manta, donc Black Manta revient, on le sait, c'est la némésis finale, la némésis ultime. Orm va opérer un face turn et là il va coopérer avec Arthur, ce qui est très logique, parce que Orm il a ce côté nationaliste où ce qui l'importe avant tout c'est le fait que son royaume aille bien, le fait que l'Atlantide aille bien, et ce n'est pas le cas avec Carchon à sa tête. Donc là ça justifierait le fait qu'Orm décide de s'allier avec son demi-frère pour renverser, même s'il n'est pas totalement en accord avec son demi-frère, ne serait-ce que pour renverser Carchon. Ça c'est quelque chose qu'Orm a toujours fait. Dans les comics, on l'a vu avec les New 52, enfin voilà, on l'a vu avec Rebirth, bref. Donc voilà, Orm c'est fait, Black Manta c'est fait, il reste qui maintenant? Il reste dans ces super vilains mythiques, le Scavenger et le Fisherman. Le Fisherman, on va l'écarter tout de suite parce que c'est un ennemi beaucoup trop kitsch, qui, même s'il a survécu aux époques, est resté extrêmement kitsch. Il est apparu pour la première fois dans les années 60, en 65, ouais. Et le Fisherman, si tu veux, en fait, c'est généralement un trafiquant de drogue ou un trafiquant d'armes, dont on ne sait absolument rien, si ce n'est que c'est un trafiquant d'armes, qui, pour affronter Arthur, se sert d'une canne à pêche incassable. Véridique, véridique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des conneries. Il a une ceinture avec des hameçons, et généralement, ces hameçons, c'est tout un tas de grenades lacrymo ou de grenades à gaz, ce genre de gadgets, voilà, typique des super vilains. Donc le Fisherman, il a très mal vieilli, je le vois malheureusement pas dans un film. Ensuite, on a le Scavenger, qui est aussi un ennemi mythique, inventé lui pour le coup en 68. Et le Scavenger, c'est un mec en scaphandre qui parcourt le plancher océanique à bord d'un vaisseau scorpion, véritablement un vaisseau en forme de scorpion, à la recherche de technologies anciennes et disparues, et généralement des technologies atlantes qu'il a envie de dérober. Donc c'est pour cette raison qu'il retrouve toujours Aquaman sur sa route. Voilà ce qu'est le Scavenger. Et en fait, le problème du Scavenger, c'est que déjà d'une, il a mal vieilli.
avec son vaisseau Scorpion et le mec en scaphandre à l'intérieur. Geoff Jones, pendant l'époque New 52, avait très bien réutilisé le personnage. Il en avait fait un mercenaire à la tête d'une petite armée de mercenaires à l'intérieur d'un sous-marin en fait, qui écumait le sol océanique afin de trouver des armes Atlantes et de les revendre à la surface. Voilà. C'est un peu le même rôle qu'a le Michael Keaton dans le film Spider-Man Homecoming, vous savez, là, le vautour. Là. Il a un peu le même rôle, quoi, le scavenger de Geoff Jones. Mais le problème de ça, c'est que c'est un méchant qui est interchangeable. Parce que ça, le coup du mec qui recherche des armes Atlantes pour les revendre à la surface, et des armes Atlantes entre de mauvaises mains, ça peut vite faire un carnage. C'est pour cette raison qu'Aquaman, généralement, se trouve sur la route. Le problème de ça, c'est que... alors attendez, je regarde juste l'heure, parce qu'il faut que je retourne au boulot. Le problème de ça, c'est que c'est interchangeable avec Black Manta. Black Manta peut très bien le faire, ça. Et c'est le problème qu'ont les ennemis iconiques d'Aquaman, c'est qu'ils sont tous interchangeables. Le Fisherman est interchangeable avec le Scavenger, qui est interchangeable avec Black Manta. À part Orm et, pour le coup, Black Manta, qui ont des personnalités bien distinctes et fortes, c'est très compliqué de traiter un autre super vilain. Il y en a d'autres, mais c'est pareil, tu vois. Par exemple, si je prends Corumras qui est arrivé dans Rebirth, Corumras, il a le rôle du mec qui destitue Arthur, qui prend la place d'Arthur sur le trône et qui impose une dictature au sein d'Atlantide. Ça, Karshon l'a déjà fait avant lui. Et c'est pas la première fois, parce que même avant Karshon, quelqu'un avait tenté de le faire à la fin des années 60 dans l'arc de Search for Mera. Tout l'arc scénaristique, tout l'axe scénaristique d'Arthur qui est déchu de son trône et qui doit le regagner, parce qu'il y a une dictature qui s'est imposée au peuple atlante à sa place. Tout cet axe scénaristique, c'est quelque chose de vu et de revu et de re-revu, d'utiliser, mais alors d'user jusqu'à l'os même, jusqu'à la moelle dans les récits Aquaman. Donc il est quelque part très logique que Aquaman de Lost Kingdom tourne autour de ça. Puisque dans le premier film, on a eu l'ascension au pouvoir, donc il est tout à fait logique que dans le deuxième, ce soit la chute. Et moi, je demande à ce que ce soit la chute, justement. Vu qu'on n'aura pas de troisième film, autant que ce soit fait maintenant. Et donc, qui de mieux que Karshon ou Corumras pour incarner cette chute. Karshon, il a un côté très intéressant dans son contrôle télépathique des requins. C'est-à-dire qu'il exerce un contrôle mental sur les requins. Et ça peut être hyper stylé, parce que déjà, ça peut donner lieu à des séquences incroyables, des séquences épiques, où Arthur et Mera doivent se défendre contre des hordes de requins qui les assaillent. Ça peut être hyper stylé. Et puis c'est surtout que ça permettrait de mettre en lumière le fait qu'Arthur a le même pouvoir, en fait. Sauf qu'Arthur, c'est beaucoup plus craqué, parce qu'Arthur, c'est toutes les formes de vie sous-marine. Aussi bien les micro-organismes, le mec est capable de contrôler les microbes qu'il y a dans l'eau, donc à partir de là, tu peux rien faire. Et aussi bien, on l'oublie souvent, mais tout ce qui est en rapport avec l'eau, les alligators, les serpents d'eau, les anacondas, ou même carrément les aigles, en fait, les mouettes, tu vois. Il est craqué, Arthur. Et ça, on le voit malheureusement pas dans le premier film. Je suis désolé, mais dans le premier film Aquaman, on n'utilise pas son super pouvoir principal qui est l'aquatélépathie. Ou alors que très peu, à la fin, quand il est avec le Karatène, mais c'est tout. Et la séquence d'intro, quand il est en voyage scolaire avec ses potes dans l'aquarium. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Donc là, j'ai envie qu'on fasse le focus sur ce super pouvoir d'Aquaman. Et quoi de mieux que lui mettre en face un super vilain qui a également ce super pouvoir. Par contre, là où j'ai mis un bémol, c'est dans la version qu'ils vont utiliser de Karshon. Parce que Karshon, c'est soit la version kitsch, voilà, soit une version beaucoup plus moderne où le personnage est plus bestial, plus primal, plus animal en fait. Là, c'est clairement un requin qui pense. Et là, il est beaucoup plus badass, quoi, dans sa représentation esthétique, dans sa représentation physique, pardon. Donc, la question c'est, est-ce qu'ils vont nous faire un super vilain dégueulasse en CGI? Et j'ai vraiment pas envie de voir ça. On l'a déjà vu avec The Suicide Squad et le King Shark, c'est bon, quoi. J'ai pas du tout envie de voir un super vilain en CGI, ça m'emmerde. Moi, j'aime bien quand il y a des acteurs derrière. Moi, j'aime bien quand il y a des vraies émotions, tu vois, un vrai regard de tueur, ou quand il y a une présence physique, tu vois, comme le mec qui incarne Zod, Michael Shannon, quoi. Moi, j'aime pas les super vilains en CGI, ça m'emmerde. Donc la question, c'est est-ce qu'on va utiliser le Karshon humanoïde des années 60-70, ou est-ce qu'on va utiliser le Karshon CGI beaucoup plus bestial? Moi, personnellement, pour tout l'arc scénaristique que ça pourrait représenter, je préférerais avoir la version kitsch. Par contre, attention,
Attention, donc là, ils ont pris une actrice ou un acteur, voilà, une personne non binaire qui va interpréter le rôle. Je vais pas rentrer dans la polémique de savoir s'il y a un changement de sexe ou quoi, parce qu'en fait, on parle d'un requin mutant. On parle d'un requin-tigre mutant, moitié homme, moitié requin. Donc en fait, le sexe, j'ai envie de te dire qu'on s'en bat complètement les couilles. Sans mauvais jeu de mots, le sexe, j'en ai rien à foutre, moi. Là, pour le coup, c'est pas comme si on avait changé le sexe de Black Manta ou changé le sexe d'Ocean Master. Là, on parle d'un requin mutant. C'est bon. Est-ce qu'on peut vraiment prêter un sexe à un requin mutant? Est-ce que quelque part, on en aurait quelque chose à foutre? Donc, je ne vais pas rentrer dans ce truc débile. Moi, tout ce que je demande, c'est une vraie prestation. Voilà, ce que je demande, euh, c'est qu'India Moore nous livre une vraie prestation, voilà, et qui nous bluffe. Qu'elle nous bluffe. C'est tout. Mais voilà. Dernière chose, et après, j'arrêterai cette vidéo. Ça, c'est pareil. Autant dans le comics, le fait de voir la famille royale qui est exilée d'Atlantide, ça te fend le cœur, parce qu'il faut savoir à ce moment-là que ça fait une bonne dizaine d'années qu'elle est en place. Au moment où Arthur doit fuir l'Atlantide avec Mera et Arthur Junior, il faut savoir que ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils sont en place, en fait. Donc oui, là, ça faisait quelque chose. Là, il y avait une vraie impact. Même si ça avait déjà été fait à la fin des années 60 avec The Search for Mera, c'était beaucoup moins conséquent quoi, à l'époque. Là, le fait de les voir baisser la tête, littéralement, hein, et de s'engouffrer dans les tunnels de l'Aqua Cave parce qu'ils ne sont plus les bienvenus en Atlantide, d'ailleurs, ça pourrait donner lieu à une séquence épique dans le film. Puisqu'on sait déjà qu'il va avoir un costume bleu foncé, soi-disant inspiré du costume de 1986, mais j'y crois pas une seule seconde parce que les deux costumes n'ont rien à voir, si ce n'est qu'ils sont vendus comme des costumes d'infiltration et de camouflage. Ça pourrait donner lieu à une séquence épique où Arthur doit aller chercher quelque chose en Atlantide, mais il n'est plus bienvenu. D'où cette séquence, d'où ce costume de camouflage qui lui permettrait l'infiltration. Je vois mal Jason Momoa s'infiltrer par contre. Parce que c'est bien beau d'avoir une tenue qui te permette de te camoufler dans le décor, mais si c'est pour lâcher un gros paix qui fait des bulles dans l'eau, en fait, ça m'intéresse pas non plus. Bref. Et le fait de voir une famille comme ça, avec un bébé dans les bras qui doivent partir, c'est quelque chose d'assez marquant, quoi. Là, étant donné qu'il n'y a pas forcément de bébé, on sait qu'on verra pas trop Mera de ce qu'il a été dit dernièrement. Est-ce que ça aura autant d'impact? Est-ce que le fait qu'Arthur soit dégagé d'Atlantide aura de l'impact? Sachant qu'il n'est roi que depuis la fin du premier film. Donc là, quand le deuxième film va commencer, ça va faire quoi? 3 mois qu'il est roi, 3-4 mois qu'il est roi, à moins qu'il y ait eu une ellipse de 5 ans, mais j'ai pas envie qu'il y ait une grosse ellipse non plus entre les deux films. Donc voilà, à voir s'il y aura de l'impact à ce niveau-là. Bref, quoi qu'il arrive, les petits gars, euh, j'attends des infos un peu plus concrètes. Pourquoi pas des lignes de synopsis, parce que là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Évidemment, j'attends impatiemment le premier trailer, quoi, les premières images, un peu de visuel, un peu de concret, bordel. Et je ferai une vidéo réaction sur ce trailer, parce qu'il y aura peut-être des choses qui me parleront, voilà, et qui susciteront ou pas mon enthousiasme. Pour l'instant, ouais, je suis hypé parce que c'est Aquaman, malgré le fait que Jason Momoa m'insupporte. Mais voilà, wait and see. Quoi qu'il arrive maintenant, vous avez au moins les bases. Si vous n'avez pas lu La Mort du Prince, vous savez au moins à peu près qui est Carchon. Donc comme ça, au moins, vous partez pas dans l'inconnu. Ciao les zingues!